Oyo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur One Piece pour notre première reaction live analyse de l'année 2025 qui va porter sur le chapitre 1136 qui est sorti dernièrement sur les différentes plateformes et qui s'annonce déjà très masterclass avec un titre très attrayant qui est Le monde qui attend le soleil. Donc là on peut y voir une connotation en liaison avec Nika et pourquoi pas dans ce chapitre 1136, on pourrait avoir quelques révélations supplémentaires autour de Shanks, Loki et Tutti Quanti. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement pour le référencement de la chaîne. Veuillez noter également qu'il est tout à fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Et bah écoutez, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir démarrer notre vidéo en bonne et due forme, mais avant, je souhaitais glisser une petite parenthèse parce que récemment, je vous ai dit qu'il y allait avoir l'arrivée d'une vidéo théorie sur One Piece qui est actuellement en phase de finition et je me permets de la garder durant le week-end afin de peaufiner les derniers détails et de vous la publier en début de semaine prochaine. Et bah écoutez, petite parenthèse maintenant HV, nous allons pouvoir démarrer notre vidéo par la reaction live du chapitre 1136 de One Piece. A tout de suite. Bien, alors on va commencer avec la première page qui met en avant la suite du pèlerinage de Yamato, la fille du démon, le 22e épisode, une mystérieuse base cachée à Udon. Et là on voit les protagonistes de la scène, donc Speed, Holden, Yamato et Komachio sur la gauche. Et franchement la composition de l'image n'est pas si mal dans la mesure où on voit quelque chose qui est relativement ressemblant à Onigashima, sauf qu'à la place du crâne, on a la tête de Wuzu, enfin une pseudo-tête de Wuzu, qui est pas mal du tout. Moi, franchement, elle est pas mal cette image. Bref, on va continuer, on va aller sur la scène là. Et là, bah, on continue avec la scène où on était resté avec le chapitre 1135, où on a la fête en l'honneur des chapeaux de paille, et on a le fille qui dit c'est trop bon, ça a le même goût que la viande de dinosaure. Les élans, ah bah oui, il y a carrément l'autre géant avec l'épée en plein milieu de son front, ok d'accord, ok. Les élans sont plutôt difficiles à attraper, ils sont aussi féroces que délicieux. Aucune tâche n'est difficile, c'est pour notre sauveur. C'est sympa de votre part, Ashrudin et Stansen, des gars contents que ça te plaise, ok. Les humains qui atteignent le royaume du soleil, c'est plutôt rare. La plupart confondent le royaume des morts avec Erbaf et fuient avant d'arriver jusqu'ici. Oui, donc là, il parle du monde souterrain. Ok, d'accord, ok. Le puissant Oz était un guerrier légendaire, même pour vous. Il est au moins 3 fois plus grand que vous. Et devinez qui l'a battu? C'est moi, évidemment. Waouh, incroyable, capitaine Usopp. Sauf que c'est du pipeau. Allez, Pinocchio, du balai. Waouh, t'as la peau toute bleue. Vous devriez aller sur l'île des hommes poissons. Il y a autant de couleurs de peau qu'il y a de poissons dans l'eau. J'ai toujours voulu voir une sirène. Ah oui, et là, du coup, on a Jinbei et Sanji côte à côte, ok. Alors, n'attends plus, la baie des sirènes est bien plus belle que le paradis. C'est un spectacle qui vaut le détour. Waouh, ceci dit, mon cœur s'emballe tout autant quand je vous vois, mesdames les géantes. Sanji, le bourreau des cœurs, on connaît les bails. Oh mon petit Sanji, t'es trop drôle, c'est trop mignon. Wouhou! Il y a des femmes magnifiques absolument partout où je regarde. Mais bon, ça n'engage que moi, Nami et Robin sont un cran au-dessus. Je dis ça, je dis rien. Et toi, qu'est-ce que t'es? En parlant de Brooke, qui, moi, je vais répondre avec le blues. Voilà ma nouvelle chanson, qu'est-ce que je suis? Yeeha! Le monde extérieur a l'air si vaste, trinquons en son honneur.
Ça m'étonne qu'autant de géants n'aient jamais voyagé en mer. Ah oui, on a Zoro et Nami sur le côté, j'avais pas vu. Je pensais qu'ils étaient tous pirates. Enfin, qu'ils étaient tous pirates. Voilà, on va éviter les erreurs d'orthographe et de prononciation. Merci, Boost. Qui a... Ah oui, Rhodes. Oh, la tête qu'on lui a fait. À mon avis, il s'est fait refaire portrait par Gerd, je vois que ça. Nami Tazo, pardon pour tout à l'heure. Elle ne va pas te pardonner aussi facilement, mais c'est bien de t'être excusé. C'est Stansen qui dit ça? Ah non, c'est peut-être... Attendez. Le côté sadique de Gerd fait vraiment battre mon cœur. Alors là, c'est Gerd qui vient de parler, sauf que quand on voit la petite bulle, on a l'impression que c'est ce personnage-là qui parle du coup. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarroïde, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, alors, c'est bon, c'est pas comme si quelqu'un t'avait été mort. Ok. Cela dit, tout à l'heure, t'as essayé de le tuer, ok. Malheureusement, heureusement... Ah bah justement, heureusement qu'Usopp m'a arrêté. S'il ne l'avait pas fait, ta tête roulerait sur le sol à l'heure qu'il est. Oh non mais, regardez, il est en train de flipper sa mère là, quoi. Non mais sérieusement, mais en même temps, géant ou pas... Faut quand même faire gaffe à Zoro. Je dis ça, je dis rien. Atomic Zoro est dans la place. Je dis ça, je dis rien. Bref. Wada Rhodes qui ne me dis pas que t'as attaqué ces types sans vérifier leur prime. T'avais aucune chance. Ne te retiens pas la prochaine fois. Oh, il faut arrêter, Gerd. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, Gerd a exactement le même discours qu'aurait Nami dans l'équipage, sauf que là, Gerd appartient au nouvel équipage des Pirates des Géants. Donc, c'est pourquoi pas. Tous les gens d'Airbaf partagent le même rêve. Tout le monde veut devenir le prochain dieu du soleil et diriger le monde. Ah bah voilà, ça y est, on commence à parler de Nika. Le dieu du soleil, dit Zoro, tu te fous de moi? Le dieu du soleil ne dirige rien du tout. Ouais, c'est le dieu de la libération. Je dirais plutôt qu'il est le dieu de la destruction. N'importe quoi, tout le monde sait qu'il est le dieu des rires. Ok, pourquoi pas. Alors là, le nombre de titres qu'il a, le dieu du soleil, je dis pas, mais voilà, c'est énorme quand même, c'est pas mal. Oh, ça s'agite un peu. C'est qui ce dieu? Les légendes des textes sacrés Harley, qui sont transmises de génération en génération à Airbaf, sont écrites dans une langue ancienne, ce qui a conduit à d'innombrables interprétations. Personne ne peut dire avec certitude quelle traduction est exacte, et voilà le résultat. Selon les textes Harley, le monde a été détruit 2 fois auparavant. 2 fois ? Alors, il y a la première fois avec du coup la grande montée des eaux qu'on avait vue au cours de l'élocution de Vegapunk, mais la deuxième fois, ah ouais. Ça voudrait dire qu'il y a eu 2 réincarnations de Joy Boy avant. Ah, c'est à creuser. C'est intéressant ce qu'il nous dit là, le chef des géants là. Et le nom de Nika, le dieu du soleil, apparaît après chaque renouveau. Nika, qui peut dire s'il était le sauveur du monde ou le grand destructeur de ce dernier? Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il est annonciateur d'un grand changement. C'est pourquoi les dirigeants actuels ont toujours tendance à craindre le retour de Nika. Nika, c'est le type dont Bonnie parlait. Oui, le dieu du soleil est devenu un symbole. C'est quelqu'un vers qui les gens désespérés et sans espoir se tournent pour leur salut. On dit que Nika est orné de nuages blancs, qu'il a des cheveux blancs et des vêtements blancs. Et on dit aussi qu'il a un rire extrêmement contagieux.
Luffy et la réincarnation de Nika, ça on le sait. Ah, c'est pour ça que tout le monde me dit que je lui ressemble. Mais je suis sûr qu'il n'a rien à voir avec moi. Je regarde en même temps parce qu'il y a le micro en plein milieu de l'écran, donc je regarde quand même un peu l'image. On voit quand même qu'il a les yeux quand même écarquillés, le chef des géants, ok. Ne sois pas si condescendant, chapeau de paille. Si t'étais né sur Erbaf, tu comprendrais. Tout le monde admire Nika. C'est pas pour défendre Rhodes, mais il ne mentait pas en disant que nous partageons tous le même rêve. Loki était pareil. Je pense qu'il a tué Harald pour cette raison. Il voulait devenir Nika. Donc là, on a la réponse pour la raison qu'il voulait, pourquoi il a tué son père. Donc c'était pour devenir Nika et non pour s'asseoir sous le trône du roi d'Erbaf. Ok, d'accord, ok. Rien ne justifie ce qu'il a fait l'ancien. Ok, Loki. Il est gentil alors. Absolument. Ah, j'adore la tête. Oh, j'adore la tête. J'adore la tête. Absolument pas. Il est le prince maudit. Une prophétie qui date d'avant la naissance de Loki annonçait déjà que le roi Harald serait tué par son fils. Puis, peu de temps après sa naissance, le destrier royal, le cheval de fortune, est mort. La même année, Lilin a tué le héros légendaire Yorl. Ok, donc le deuxième chef des géants, des pirates des géants avant du coup Dory et Broggy, donc le collègue de notre ami avec la tête transpercée par une épée. J'ai vraiment du mal à prononcer leur nom, c'est pour ça que je suis très implicite sur ce personnage-là, parce que franchement, je me souviens plus vraiment trop de ces personnages-là. Et bah, on continue avec la suite. Et les tragédies ne se sont pas arrêtées. 1 an plus tard, la reine est décédée. Ah, la reine des géants? Ah d'accord, ok. Pourquoi pas. Le petit prince a utilisé sa force naturelle pour faire du royaume des morts son terrain de jeu. Ah d'accord, ok, ok. Ok, d'accord, ok. Il a tué de nombreuses bêtes féroces et a apprivoisé les autres. Il en a même envoyé quelques-unes dans les différents villages. Et il n'avait que 10 ans. Ah ouais, quand même, 10 ans à faire tout ça, hein. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et ça se trouve qu'à l'époque, il n'avait même pas les pouvoirs du fruit légendaire. C'est dire. C'est un pyromane. Ok. On va dire, c'était un pyromane. Les farces de Loki ont mis en danger de nombreuses vies. Il avait l'autorité d'un prince et une personnalité malicieuse. Il semblait semer l'enfer quand le roi avait le dos tourné. Puis, un jour, Loki a tué le roi Harald dans son propre château. Le plus grand monarque qu'Erbaf ait jamais connu. Un homme splendide et sage qui tentait de se connecter avec le monde extérieur. Il voulait que les gens voient au-delà de la réputation redoutée d'Erbaf qui était connu comme le pays des guerriers. Jarl a tenté d'arrêter Loki, mon casque m'a sauvé la vie. Non mais regarde ta tête, regarde ta tête, t'as carrément une épée plantée dans le crâne. Oui, mon casque m'a... Oui, je sais pas comment t'as fait pour survivre, mais tout est relatif. Il n'a rien sauvé. Oh oui, bah, même Luffy le dit, il n'a rien sauvé du tout. Voilà. Le règne de terreur de Loki a enfin pris fin il y a 6 ans. Il semait le chaos en mer quand le roux l'a capturé. Shanks? Ah bah voilà, voilà. Shanks est vraiment venu ici? Ouais, il était là il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas où il est allé. Alors, on voit Zoro quand même qui est un peu perplexe. Les environs du village. J'avais remarqué que tu agissais bizarrement tout à l'heure. Ça explique tout. Tu te rends compte qu'il a tué le roi? Il a dit qu'il savait où était Shanks. T'as une idée d'à quel point j'ai envie de le revoir?
Oui, tu l'as dit une tonne de fois. Pour moi, il a juste voulu t'utiliser. Et comment tu le sais? T'as jamais rencontré Loki. C'est vrai, je me base juste sur sa réputation. On voit quand même que Zoro est la tête pensante numéro 2 de l'équipage après Nami, parce que lui, il capte qu'il y a quelque chose de louche quand même. Et déjà, il est malicieux, malicieux. On connaît la définition du mot malicieux, voilà. Donc, je dirais tout ce que je sais, y compris l'endroit où le roux se trouve actuellement. Si c'est un mensonge, je le défonce. Vous partez faire ce que je pense, ne comptez pas y aller sans moi. Mais de quoi elle parle, Nami? De quoi elle parle? Luffy, on va récupérer la clé, mais s'il y a quoi que ce soit de suspect, on s'occupe de lui. Là, franchement, c'est très touffu. On sait pas qui parle. Ah bah ça, c'est à mon avis Zoro, c'est à mon avis Zoro. Il y a la petite miniature, c'est Zoro. D'accord, merci. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a Nami, Zoro et Luffy qui partent d'un côté? Attendez, pourquoi il est là, lui? C'est mon nouvel esclave. Ah oui, Nami. Donc, l'esclave numéro 2. On a eu Zeus, maintenant, c'est Rhodes. C'est Rhodes. Ok, pourquoi pas. Et bah tiens, quand on parle du loup, voilà Zeus. N'oublie pas que je suis son... Ah bah voilà. N'oublie pas que je suis son esclave... Ah bah non, ok. J'avais faux. Sanji est l'esclave numéro 2, Zeus est l'esclave numéro 1, et Rhodes est l'esclave numéro 3. Ok, bon, Nami et les 3 esclaves, ok, pourquoi pas. Les filles balèzes me font vraiment tourner la tête. Il a littéralement eu le coup de foudre. Namitazo, c'est pas génial qu'on soit tous les deux des navigateurs. Ne t'approche plus jamais de moi. Bien, madame. Ouais, vous avez vu la tête qu'il a? Vous avez vu la tête qu'il a? C'est suspect qu'on parte aussitôt, non? Chi, t'inquiète pas, j'ai pris de la viande avec moi. T'as goûté à l'élan? Alors... Mais en fait, là je suis perché, là. La clé, mais quelle clé? Quelle clé? Je pense que entre la Reaction Live et l'analyse, je vais quand même refaire un petit tour dans les précédents chapitres. Mais de quelle clé il parle? Je sais même pas de quelle clé il parle. Ils sont tous complètement bourrés à l'heure qu'il est. Ils ne se souviennent probablement pas de ce qu'ils célèbrent. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bah, oui. L'alcool des géants a des vertus très, très bizarroïdes. On connaît un peu les bails. Dis-moi, Rhodes, si le trésor du château venait à disparaître soudainement, ça serait un problème. Ah bah oui, c'est Nami qui dit ça. Ma vue est catastrophique. Je pense que je ne le remarquerai pas. C'est à ça que tu pensais depuis le début, Nami? Hein? Tes yeux... Ah bah oui. Nami et les trésors, on connaît les bails. Dogagaga. Alors, c'est donc ça. Je suis en train d'analyser en même temps le petit landscape d'Erbaf. Ok. Royaume des morts. Dégâts. Si j'ai bien compris votre proposition, je crains que je ne doive la refuser. Oh! On a les deux individus qui ont créé un cercle incantatoire lors du dernier ou de l'avant-dernier chapitre. Oh! Attendez. Mon roulement de tambour, ça se trouve qu'on va savoir qui c'est. C'est un honneur d'être invité à vous rejoindre. Mais ça se ferait de moi un dragon céleste, pas vrai? Ce sont des dragons célestes! Un truc de malade! Vous croyez vraiment que quelqu'un deviendrait volontairement une telle pourriture? Ah bah, alors lui, on voit qu'il a peur de rien, il traite... Alors, ça se trouve effectivement que ce sont des chevaliers divins, donc la plus grosse force en dessous peut-être du Gorosei de Marie-Joise, et lui, il les traite littéralement de pourriture. Bon bah ok, bon. En même temps, je pense pas qu'il soit vaincu en un claquement de doigts, le Loki, au vu de sa réputation. Tout est relatif. T'as des infos sur lui, mais de qui?
tous les informateurs que nous avons envoyés à Erbaf ont rapporté qu'un corbeau géant se dirigeait vers eux avant que leur transmission ne soit coupée. Ils sont tellement faibles. Ah oui, mais c'est la fille qui dit ça. Ah mais oui. Oh bon. Il a carrément 2 pupilles différentes. Ah ouais. Ah, j'ai été soft au niveau de la réaction live là. Moi je m'attendais à Uta, mais non, c'est pas Uta. En tout cas, c'est une femme. J'en ai marre de rester là à écouter, c'est la définition même de l'impertinence. Oh, attendez! Attendez! Oh putain! Non, non, une pipe! Oh, non. Oh! La flèche! La flèche, les amis! La flèche! Imu! Rappelez-vous quand Imu a attaqué et a tué son cobra, il y avait une flèche aussi! Attendez. Petite pause. On finit de lire le chapitre. Il a... Réaction. Voilà, petite réaction. Il y a quelque chose qui me vient à la tête. En plus, ça frilard. Truc de mal. On finit le chapitre. Je ne laisserai pas se passer... Attends, je me suis perturbé là. Je ne laisserai pas ça passer. Calme-toi. Alors, comment elle s'appelle? Junko? Attends, Gunko. Ok. Calme-toi, Gunko. Ah, oh, il y a carrément un loup. Alors. Dogaga. Bouffe les loups. Ah bah oui, bouffe-les. Et reste en arrière si tu veux vivre. C'est ça. C'est ça. Un truc de malade. Oh! Elle l'a rétamé en un coup de en un claquement de doigts, quoi. Oh, j'en reviens pas. Mais c'est quoi ce pouvoir? Mais en plus, c'est le même pouvoir que Imu? Oh, attendez. Et le loup. Le loup, si on l'épargne, tu changes d'avis? Donc là, c'est sûr et certain. Moi, je le dis au passage, c'est sûr que c'est pas Shanks. C'est comme ça que vous fonctionnez, alors j'accepte le destin de mon partenaire. Je lui souhaite de reposer en paix. Ah bah oui, lui, il sacrifie carrément son ami. Ah bah d'accord, ok. C'est normal de pleurer et se mettre en colère, mais un guerrier ne se débat jamais et ne hurle pas face à la mort. Ah bah oui, le principe des guerriers d'Erbaf. Ok. Mais là... Animal quoi, c'est un animal. Je vais ravaler ma fureur et je l'utiliserai comme carburant quand je réduirai ce monde en ruine. Oh là 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 là. Alors là, il y a une petite chose à prendre en considération, c'est que là, Loki n'est pas en bon terme avec les dragons célestes et qui plus est avec les chevaliers divins. Truc de malade. Bref, on s'arrête là avec la Reaction Live et on se retrouve dans un tout petit instant pour l'analyse du chapitre 1136 de One Piece. A tout de suite. Nous revoilà de ce côté-ci les amis, et à présent que la Reaction Live est à présent terminée, nous allons maintenant analyser le contenu de ce dernier, et franchement là on démarre sur une bonne base pour cette année 2025, parce que le chapitre que Oda nous a fait là... masterclass, parce que je sais pas si vous vous rendez compte les amis, mais le chapitre 1136 de One Piece, c'est un chapitre masterclass, c'est un truc de dingue, J'ai eu quand même chaud aux fesses parce que ma prochaine théorie traite sur Imu Sama, et dans ce chapitre, on
parle de façon implicite de Imu-sama au travers des chevaliers divins. Et on va voir ça dans un tout petit instant. Et le truc qui me vient en tête, c'est un truc de dingo. Mais on va commencer par le début et ensuite enchaîner sur la suite. Donc alors voilà, on commence là. Là on a quelques petits rushs qui nous montrent la suite des festivités en liaison avec la fête qui célèbre l'arrivée des chapeaux de paille, donc ça c'est très simpliste en soi, donc rien de transcendant, là aussi rien de transcendant non plus. Même chose, là on a une scène assez comique où on a Rhodes qui s'est fait faire le portrait, j'imagine, par Gerd au préalable, et qui essaye de s'excuser auprès de Nami, parce que voilà, bon, on a vu que Nami, il était intéressé par Nami, bref, voilà, vous connaissez les bails, on refait pas la suite. Et là, mort de rire, on a Zoro qui dit, ni vu ni connu, si Usopp m'avait pas interrompu, ta tête roulerait sur le sol à l'heure qu'il est. Donc, ok. C'était assez marrant dans la mesure où faut quand même faire gaffe à ce que tu fais, mon cher Rhodes. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Ensuite, on a la suite, donc voilà. Là, on a quelques informations qui sont relativement intéressantes dans la mesure où on a le pourquoi du comment Loki a tué Harald. Et ça, c'est vraiment très bien parce que du coup, ça nous montre, ça nous explique le pourquoi du comment. Et ça, franchement, c'est très, très bien pensé de la part de l'auteur. Donc là aussi, chose très intéressante, c'est que Nika possède 1000 surnoms. Le dieu du soleil, le dieu de la destruction, le dieu du rire, le dieu de la libération. Ouais, bon, en fait, il a plusieurs synonymes, franchement, ok, pourquoi pas. Et là, alors moi, ça m'interpelle, alors c'était peut-être avant ou après, c'est après, et là, il nous a dit qui peut dire s'il est le sauveur du monde ou le grand destructeur de ce dernier. C'est intéressant parce que là, Oda entretient l'ambiguïté par rapport au personnage de Nika, et ça c'est relativement intéressant. Quoi qu'il en soit, on sait, nous, que la réincarnation de Nika c'est Luffy, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, mais là où c'est intéressant, c'est que Loki a tué son père Harald parce qu'il voulait devenir Nika. Alors là, par contre, ça sera intéressant de voir sa réaction quand il rencontrera Luffy dans sa forme Nika Gear 5. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, alors là aussi j'aime bien la tête du chef de l'ancien équipage des pirates géants quand il dit que, quand Luffy lui dit que Bonnie l'avait pris pour Nika. Donc ok, pourquoi pas. Et là, il y a aussi l'équipage des géants qui le reprennent en disant « Ouais, fais quand même attention à ce que tu dis parce que ça, c'est une légende ancestrale que tout le monde prend au pied de la lettre. Donc, fais quand même attention à ce que je lui dis. » Et là, par contre, on lui dit que Loki n'est pas gentil, mais alors pas du tout. Et là où c'est plutôt comique, c'est que il y a un moment donné où il y a donc ce personnage qui a affronté Loki pour essayer de l'arrêter. Et au final, c'est ça. Je comprends même pas comment ça peut être possible. Il a une épée en plein milieu du front et il va bien, tout est nickel, va bien dans le meilleur des mondes, il sent rien, mais voilà. Et justement, alors non, c'est après. Et juste après, il dit, ouais, tout va bien, voilà, tranquille bilou, voilà. Sauf que n'importe qui en mourrait d'avoir une épée en plein milieu de son front, mais lui, tout va bien, ok. Et on a appris que Loki a fait du royaume des enfers, parce que là aussi, on est dans la dynamique de l'arbre Yggdrasil, donc on a le royaume du soleil, qui est au-dessus du royaume souterrain, qui représente les enfers,
Et on a appris que Loki faisait du Royaume des Enfers son terrain de jeu et qu'il avait fait des bêtes qui résidaient en son sein, ses fidèles acolytes, voilà, et qu'il en avait envoyé certains dans divers villages afin de semer le chaos, j'imagine. Et là, c'est assez intéressant de voir quand même le développement qui s'accentue autour du personnage de Loki, qui est présenté vraiment comme quelqu'un de méchant, de malicieux. Et franchement, ça donne de la consistance au personnage et moi je trouve ça intéressant. Ensuite, on continue. Et paramètre qui n'est pas à prendre à la légère, c'est que à ce moment-là, Loki n'avait que 10 ans. 10 ans. Alors, je sais pas du tout quel âge il a actuellement. Moi, j'avais tablé sur les 28 ans. Voilà, 28 ans version géant. On est d'accord. Ouais. Donc, je sais pas. C'est pas tout. Mais ça démontre à quel point il était déjà fort à l'époque. Parce que un géant de 10 ans n'a pas la même force qu'un géant adulte. C'est logique. Donc déjà à l'époque il était vraiment très très puissant pour pouvoir semer le chaos et faire du royaume des morts un vrai terrain de jeu. Et là on a Zoro le patron, Zoro le lucide qui dit bah en fait Loki il a voulu t'entourlouper et voulu que tu le libères, voilà. Et Luffy il dit non mais non tu comprends pas, moi j'attends depuis des années de voir Shanks etc parce que effectivement celui qui a arrêté Loki, c'est Shanks. Mais là, c'est officiel, il y a eu un combat entre Loki et Shanks, et c'est Loki qui a perdu. Ensuite, alors là, par contre, j'ai du mal à comprendre, j'ai pas regardé entre deux ce qui s'est passé, mais j'ai du mal à comprendre vers pourquoi ils vont chercher une clé. Apparemment, ça serait pour aller chercher le trésor, mais ouais, pourquoi pas. Donc là, visiblement, on aurait d'un côté Rhodes, Luffy, Zoro et Nami qui vont au sein du château récupérer la potentielle clé, et le reste de l'équipage qui serait resté en bas en train de faire la fête. Voilà, donc pourquoi pas. Et là, on va enchaîner avec le gros du sujet. Le gros, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, Oda, il nous a donné quelque chose de masterclass. Déjà, on a les deux individus qui étaient présents dans les précédents chapitres qui sont en train de parler à Loki. Et on voit qu'il n'y a pas une bonne entente entre les deux personnages. Et là, les amis, il faut qu'on en parle, Parce que déjà, on a la révélation que ces deux personnages sont, comme je le pensais précédemment, les chevaliers divins. Donc, potentiellement, on se dirigerait vers d'un côté, l'équipage de Luffy contre les chevaliers divins. J'en avais déjà parlé au cours de ma précédente théorie, mais là, c'est quelque chose qui peut se concrétiser. Et dans mes prédictions pour ce qui pourrait arriver durant 2025, on pourrait avoir d'un côté l'équipage primaire des Mugiwara, donc Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, qui affronterait les chevaliers divins, et du coup, enfin, les chevaliers divins ou Loki, peu importe, et le reste de l'équipage secondaire, qui affronterait également l'un des deux adversaires. Et franchement, l'idée ne me déplaît pas du tout au regard de ce que je vois à travers ce chapitre, parce que c'est pas impossible qu'on arrive à ce scénario-là. Ce n'est pas impossible. Surtout que j'imagine, d'ailleurs, c'est même pas j'imagine, c'est une certitude, parce que il y a un moment donné où il y a c'est qui avait conduit l'équipage voir Saoro, où il disait que la bibliothèque du hibou n'était pas à côté, donc on pourrait vraisemblablement avoir deux combats simultanés dans deux endroits différents, avec d'un côté l'équipage A et de l'autre côté l'équipage B qui affronterait d'un côté les chevaliers divins et de l'autre Loki. C'est pas impossible, mais là on entre dans une dynamique théorie à côté de ce que j'ai envie d'évoquer au cours de cette vidéo, qui est présente dans cette image. Au-delà du fait qu'on ait la présentation du personnage de Gunko, on a un truc masterclass que Oda nous a dessiné. Regardez le pouvoir
du chevalier divin Gunko, avec son espèce de lasso, avec une extrémité de flèche. Ça vous rappelle pas quelque chose? Dites-moi, ça vous rappelle pas quelque chose qui se serait produit au chapitre 1085 de One Piece? Avec Imu Nerona? Quand ce dernier ou cette dernière a empalé Cobra, quand ce dernier a dit à Imu Nerona que la dynastie Nefertari était héritée de la volonté du Di, ça vous rappelle pas quelque chose? Bah moi, j'y ai tout de suite pensé, Je me suis dit, mais c'est trop flagrant pour qu'il n'ait pas fait la chose exprès. Et là, il m'est venu à cet instant une théorie de Maboule, Parce que là, on a un pouvoir de fruit du démon qui est vraisemblablement similaire à celui d'Imu Nerona, qui nous a été présenté au chapitre 1085. D'autre part, on a pu constater au cours du même chapitre, au chapitre 1085, que Imu Nerona possédait également les pouvoirs d'un fruit du démon Zoan mythologique qui nous a également été présenté. Et là, ce que je vais vous dire, j'y ai pensé en regardant l'animé de Kuroko no Basket, et je me suis dit, Oda il fera jamais ça dans One Piece. Je me suis dit, jamais il fera ça dans One Piece. Mais force est de constater qu'il m'a probablement fait mentir. Imaginez un instant la chose suivante. Imu Nerona est le détenteur à l'image de Barbe Noire de deux fruits du démon. Un fruit du démon de type Zoan mythologique et un autre fruit du démon qui est dans la même dynamique que ce qu'on a là avec le personnage de Gunko, qui est basé sur un espèce de lasso avec une extrémité de flèche en bout. Imaginez que ces deux fruits du démon puissent entrer en résonance avec des tierces personnes. En l'occurrence, d'un côté les chevaliers divins et de l'autre côté les membres du Gorosei. Et que Imu Nerona partage les pouvoirs de ces fruits du démon respectifs avec ces personnes. Et bah du coup, là, on aurait une espèce de résonance démoniaque entre les fruits du démon de Imu Nerona et les membres des chevaliers divins et les membres du Gorosei. Aussi, on aurait Imu Nerona qui aurait partagé les pouvoirs de son fruit de démon de Zoan mythologique avec les membres du Gorosei, et Imu Nerona qui aurait partagé les pouvoirs de son fruit du démon qui est basé sur cette espèce de lasso avec les membres des chevaliers divins. Et là, on aurait une corrélation entre les défenseurs de la Terre Sainte de Marie-Joise et le seigneur de la Terre Sainte de Marie-Joise. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de dingue ce que Oda nous a fait avec cette image-là. Là, pour peu qu'on ait pensé également au chapitre 1123, 24 ou 25, où on a Imu Nerona qui a repris le pouvoir de Saint Saturne, qui s'apparente également au pouvoir du fruit du démon Zoan mythologique, qui a vraisemblablement été réattribué à Saint Figurland Garling, qui est le nouveau membre du Gorosei qui remplace Saint Saturne. Et bah tout ça, ça pourrait être cohérent les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est un truc de malade. Donc, si on se base là-dessus, on aurait potentiellement quelque chose de nouveau qui serait incrémenté à One Piece. Et là, on aurait quelque chose de vraiment très masterclass que Oda nous a présenté au cours de ce chapitre 1136. Ça serait la résonance des fruits du démon avec d'autres tierces personnes. Et là, je vous le donne direct les amis, prochaine vidéo théorie, ça partira sur le principe de la résonance sur les fruits du démon. Et là, j'ai une idée par rapport à Luffy qui va être une dinguerie monumentale. Mais là, pour l'instant, ça reste hypothétique. Ça reste hypothétique, mais il faut dire les choses, c'est vraiment frappant. Moi, ça m'a frappé. Dès l'instant où j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Il y a une résonance
entre les fruits du démon de Imu Nerona et les... Comment pourrait-on qualifier ça? La force principale de la Terre Sainte de Marie-Joise, que sont le Gorosei d'un côté et les Chevaliers Divins de l'autre. On s'arrête là, peut-être qu'on abordera le sujet plus en amont au cours d'une prochaine vidéo, mais là, c'est vraiment très intéressant ce qu'il nous a fait Oda. Ensuite, on enchaîne là, donc là, on voit ce fameux pouvoir avec le lasso en action, un peu à l'image de ce que nous avons vu avec Imusama lors du chapitre 1085 avec Cobra. Sauf que là, pour le coup, on voit qu'il y a une gestuelle beaucoup plus élaborée, quoique, là je me remémore l'animation, tout est relatif, mais bien plus élaborée qu'à l'époque de la rêverie. Mais on voit quand même que c'est tout du moins dans le même acabit, pour le coup. Et là, ensuite, là, on voit qu'il y a une rupture. Il y a une rupture entre les Chevaliers Divins et Loki qui va se servir de sa fureur pour après l'utiliser comme carburant pour réduire le monde en ruine. Et là, dans un premier temps, on pourrait avoir un combat entre les Chevaliers Divins et les Mugiwara et Loki et les Mugiwara, mais à terme, il ne serait pas... Pour l'instant, là, je ne fais que dire quelque chose qui a été dit par rapport au Mont Corvo, je crois que c'est le Mont Corvo qui avait émis ça, qui disait « il serait pas surprenant que plus tard, on aurait Loki qui serait un allié des Mugiwara. » Et là, vous connaissez le dicton « l'ennemi de mon ennemi est mon allié », bah là on pourrait avoir le même scénario avec les Mugiwara et Loki contre les Chevaliers Divins et la Terre Sainte de Marie-Joise. Mais ça serait dans un second temps après l'arc d'Erbaf. Ça c'est dans un lointain avenir. Voilà, pour l'instant, concentrons-nous sur l'arc d'Erbaf. Mais on voit très bien que le personnage de Loki n'aime pas du tout les membres de la Terre Sainte de Marie-Joise. D'ailleurs, il les traite de pourriture quelques pages plus tôt. Et ça, je dis rien. Bref, là, les amis, c'est un chapitre de ma boule. Franchement, moi, je lui mets direct 5 étoiles sur 5 à ce chapitre 1136 de One Piece. C'était une véritable dinguerie. Bah écoutez, nous arrivons tout doucement au terme de cette vidéo Reaction Live Analyse du chapitre 1136 de One Piece. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amené à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!